Nous allons entamer la deuxième session de ce cours du collège sur les tumeurs vésicales, qui, je le rappelle, est un problème de santé publique en Tunisie, puisqu'elle représente le premier cancer chez les hommes d'âge mûr. Nous allons passer à Nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir avec nous le professeur Yassine Binous, ancien président du collège d'urologie et chef de service du service d'urologie de l'hôpital universitaire de Mehdia. Et il va nous parler du cœur du traitement de 80% des tumeurs vésicales, qui est le traitement des tumeurs vésicales superficielles qui n'envahissent pas le muscle. À vous la parole, cher professeur. Et je rappelle aux gens qui sont avec nous en Zoom, qui peuvent participer sur le chat ou intervenir par visioconférence pour poser des questions à la fin de la conférence. Je rappelle aussi que les gens qui nous suivent actuellement sur YouTube peuvent aussi poser des questions sur le chat YouTube. Professeur Binous, à vous la parole. Merci, docteur Mehdi. Alors, chers amis, chers confrères, donc, je pense que docteur Dridi m'a facilité la tâche. En fait, parler des tumeurs, du traitement des tumeurs superficielles ou non infiltrantes de la vessie, ça englobe beaucoup de choses. Mais bon, je pense que la présentation de Dr Dridi m'a facilité de la tâche, et donc je vais parler plus de l'aspect pratique de traitement des tumeurs de la vésicale n'infiltrant pas le muscle. Le pointeur. Donc, comme je viens de le dire, le traitement des tumeurs de la vessie, c'est dans 90% un traitement endoscopique. Et qui dit endoscopie, il dit résection transurétrale de tumeurs de la vessie. Donc, le cancer de la vessie. Donc, le cancer de la vessie, c'est un cancer qui est très coûteux. Coûteux parce qu'on fait appel à plusieurs interventions pour résoudre le problème de ce cancer. Et puis, pour une cause qui est connue par tout le monde, c'est la fréquence des récidives qui nécessitent des interventions et des traitements adjuvants associés. C'est dire la qualité de la résection transurétrale qui conditionne cette évolution de ce cancer et le coût de ce cancer. Donc, la résection est une étape fondamentale parce qu'elle permet tout d'abord de soulager les symptômes, elle permet d'évaluer le stade et le grade de cette tumeur, qui permet de fournir une information sur les étapes à réaliser après pour traiter ce cancer, et puis elle a un rôle essentiel dans le traitement de ce cancer. Alors, exception faite, vous le savez déjà, la résection, ce n'est pas le traitement du carcinome in situ. Donc, parlons de la résection transurétrale des tumeurs de la vessie. Alors, l'indication, vous le savez déjà, devant toute zone suspecte vésicale. Les contre-indications, ils sont divisés en deux parties, les contre-indications absolues, les coagulopathies, et puis les infections urinaires actives. Sachez que en cas de saignement abondant, et si vous avez aussi associé une coagulopathie, ce n'est pas une contre-indication, il faut faire la résection et faire l'hémostase, et puis en général, le problème de la coagulopathie en même temps. Il y a des contre-indications qui sont relatives, c'est essentiellement des contre-indications liées à l'anesthésie et l'état de santé du patient. Alors, pour la préparation préopératoire, je tiens à rappeler, parce que ça devient une obligation actuellement, que la base, c'est l'information du patient. Avant de faire n'importe quel geste, il faut informer le patient. Alors, je cite juste l'article 12 de la nouvelle loi 32-2024. Vous êtes obligé d'informer le patient. Et vous êtes obligé de consigner, en cas d'hospitalisation du patient, que le patient a été informé de l'intervention avec les complications et les résultats. Donc, la préparation préopératoire impose la gestion du risque infectieux, du risque hémorragique et du risque thromboembolique. Donc, pour le risque infectieux, sachez que devant ou avant toute résection vésicale, il faut faire un ECBI obligatoire. Quelle que soit la nature du germe, l'intervention ne peut être réalisée qu'après 48 heures de traitement antibiotique. Il n'y a plus l'obligation d'avoir un ECBU négatif pour opérer ces patients. Vous démarrez une antibiothérapie, 48 heures après, vous pouvez opérer ce patient. Alors, en cas de sonde vésicale, le plus souvent, cette sonde est colonisée par les bactéries et donc il faut la changer habituellement 24 heures
après l'installation de cette antibiothérapie. Alors, on ne poursuit jamais l'antibiothérapie au-delà de 7 jours, quel que soit le type de germe. Et puis, en cas de candidiasis, même asymptomatique, on démarre un traitement 48 heures avant et on le poursuit habituellement 48 heures après. Si vous n'arrivez pas à obtenir un ECBU négatif à cause de l'existence d'une sonde vésicale, vous démarrez le traitement antibiotique 48 heures avant l'intervention. Alors, les risques hémorragiques, une résection transurétrale d'une tumeur de la vessie, elle est classée à risque intermédiaire. Ça sous-entend vous pouvez continuer le traitement par les anti-agrégants plaquettaires, essentiellement l'aspirine. Pour les autres, on suit le même protocole. Le risque thromboembolique, l'intervention en elle-même, elle est à faible risque thromboembolique. Sauf qu'il faut prendre en considération les risques liés aux patients. Et généralement, ce sont des patients qu'on les classe 1 et 2. Exceptionnellement, il s'agit d'un patient avec un risque très important de complications thromboemboliques. Les instruments, vous les connaissez. Alors, je tiens à préciser, quand on fait un geste endoscopique, on doit être muni par tout le matériel. C'est-à-dire, on utilise le résécteur et à côté du résécteur, vous devez disposer obligatoirement d'un cystoscope et d'un matériel pour faire une utérotomie interne. Donc, votre table doit comporter le résécteur et le jeu en rapport avec une utérotomie interne et de cystoscopie. Juste un petit film pour montrer la composition du résécteur, donc la gaine externe. La pièce intermédiaire avec le céramique et qui est rotatif, et puis l'obturateur. Alors vous devez disposer, bien sûr, d'un jeu d'onces de travail. Habituellement, une once de résection, une once de coagulation et l'once hantée qu'on peut les utiliser. Voilà. On va placer l'optique dans l'élément de travail. Et sur lequel on monte l'once de résection. Alors pour l'anesthésie, c'est une anesthésie générale avec une relaxation musculaire obligatoire, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un patient qui est curarisé. Sinon, et le plus souvent, on fait cette anesthésie sur une rachianesthésie. Maintenant, si vous avez une tumeur de la face latérale, il vaut mieux faire un blocage du nerf obturateur afin d'éviter l'excitation de celui-ci. Alors ce blocage, le bloc obturateur, se fait sous repérage échographique. La position du patient mis en position de lithotomie, les cuisses sont fléchies sur le tronc de 90 degrés, les jambes sont fléchies à 90 degrés aussi, les muscles fessiers sur le bord de la table, et puis obligatoirement, il faut solidifier la plaque et s'assurer qu'elle est bien fixée. Voilà la disposition finale. Donc la table opératoire à droite du chirurgien qui est droitier, et puis la colonne juste en face, le plus souvent à gauche. Quand on introduit le résécteur, alors, pour ce cas-là, on peut passer directement par le résécteur parce que c'est un patient qui a été sondé avant. Mais sinon, l'introduction se fait sur les premiers centimètres et puis on passe directement à une exploration sous contrôle de la vue. C'est juste pour montrer une cystoscopie. Là, on est au niveau de la face latérale, au niveau de la région trigonale gauche. Il y a déjà une lésion. Il y a des cicatrices de résection antérieure. Il y a une tumeur en regard du méa urétéral droit. Vous voyez déjà que la vessie est parsemée de plusieurs lésions. Et vous voyez, c'est la face latérale. Et au niveau de la jonction bas-fond face antérieure, vous voyez déjà d'autres tumeurs. Donc, il faut se rappeler de la localisation de toutes ces tumeurs-là avant d'entamer
le geste endoscopique. C'est dire l'importance d'un mapping. Alors ça existe déjà. Vous voyez déjà sur les partitions qui est codifiée des différentes zones de la vessie. Je ne fais que citer quelques zones. Zone 1, c'est la région trigonale. 2, le méa droit. 3, le méa gauche. 4, la face latérale droite. 5, la face latérale gauche, et etc. Donc, l'importance du mapping, quand on parle d'un langage, on doit parler un langage qui est codifié et qui est compris par tous les urologues. Donc, c'est une tumeur au niveau de la région cervicale et la face latérale droite. Alors, c'est une résection classique. Et quand on fait la résection classique, on va débiter cette tumeur vésicale progressivement avec des coupeaux qui vont d'haut en bas et en partant d'un bord à l'autre. Alors vous voyez déjà, on a réséqué la partie exophytique. Maintenant, on voit la muqueuse juste derrière. Et là, il faut être prudent. On va réséquer progressivement. L'avantage, c'est qu'on est au niveau d'une zone qui est solide, qui n'est pas mobile de la vessie, donc on peut aller un peu en profondeur. Alors, la résection est presque terminée. On va faire l'hémostase de ces lésions-là. Alors, l'élément important, ça, c'est une tumeur de la face latérale gauche, très proche de la région cervicale. Alors, vous voyez déjà, on doit mettre un peu de temps pour voir notre tumeur, pour se localiser, pour identifier notre stratégie. Et c'est la même chose, on doit réaliser des coupes. On revient à la présentation, s'il vous plaît. Remettez la présentation, la régie. Donc, on va débiter cette tumeur progressivement en allant d'un bord à un autre. Et puis, généralement, il faut faire la résection de la totalité de la tumeur. On fait un lavage et puis on résèque la base de cette tumeur pour la dresser séparément. J'attends à voir la main, s'il vous plaît. Alors, on passe à un cas qui est plus compliqué. Vous avez vu déjà cette tumeur au niveau du bas-fond. Et là, ça devient plus difficile de réséquer cette tumeur-là. Donc, dans ce cas, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit travailler à faible pression, une vessie qui n'est pas remplie complètement, et puis il faut y aller très doucement. L'avantage, c'est qu'on voit déjà la muqueuse saine arrière. Et voilà ce qu'on fait. Alors, on va réséquer avec des à-coups pour être sûr qu'on ne perfore pas cette vessie. Vous voyez déjà, on va y aller très doucement et en tirant un tout petit peu l'anse vers nous pour qu'elle ne s'enfonce pas dans la muqueuse et puis elle risque de perforer. On fait ça progressivement. J'insiste sur le fait d'y aller sur une vessie qui n'est pas complètement remplie. On complète les réjections de la base. On revient à la présentation, s'il vous plaît. Alors, comme je viens de le dire déjà, la résection, c'est que vessie ne doit pas être remplie quand on travaille un segment qui est mobile. Il faut y aller progressivement. Il faut toujours tirer sur la lance pour que celle-ci revienne vers nous et ne s'enfonce pas dans la paroi vésicale. On a pratiquement terminé la résection. Et là, c'est l'aspect final après la résection de cette tumeur. Alors, le problème avec ces résections, quand on résecte les tumeurs de la vessie, c'est qu'elle va à l'encontre des recommandations. Quoi ? À l'encontre de ce qu'on doit faire pour être carcinologiquement parfait. Parce qu'on va diviser cette tumeur, on va la disséminer dans toute la paroi vésicale. Ce qui est recommandé pour être carcinologique, c'est de faire une résection en monobloc.
On va emporter cette tumeur dans sa totalité avec la partie inférieure, la muqueuse qui est en dessous. Alors, c'est facile quand il s'agit d'une petite tumeur. D'un seul coup, on peut l'emporter, une tumeur de 1 cm et demi. Mais ce n'est pas le même cas quand il s'agit d'une tumeur qui est plus volumineuse. Voilà ce qu'on fait dans ce cas. On va entamer par une délimitation de la tumeur. On va aller progressivement et c'est le liquide d'irrigation qui va nous aider à disséquer, c'est-à-dire à basculer cette tumeur en arrière. Vous voyez déjà, on est allé, c'est une résection monobloc rétrograde, parce que vous voyez déjà dans cette partie-là, la photo, c'est une résection monobloc qui est antérograde. Donc, on va faire une résection progressive qui va emporter toute la tumeur avec la muqueuse et la partie sous-jacente. Donc là, il ne reste pas grand-chose. On va continuer à sectionner progressivement et la tumeur s'est détachée. Donc on revient au lit de la tumeur. On est sur une tumeur méatique droite. On vérifie que le méa est sain. C'est déjà fait, le méa est là. Et puis quand on vérifie la position du méa, on peut aller faire une hémostase sélective des petits vaisseaux qui se... On doit récupérer ces tumeurs, on fait un lavage, donc on arrête l'aspiration, on aspire le liquide, et là, on va récupérer ces tumeurs. Alors, vérifiez bien que le liquide qui a été injecté, la même quantité, est récupéré pour être sûr qu'il n'y a pas une perte de liquide, et ça sous-entend l'existence d'une perforation de la vessie. Alors, avant de terminer, on doit vérifier à nouveau la coagulation et l'état d'hémostase. On doit s'assurer de l'absence d'un déficit de liquide d'irrigation qui peut témoigner de l'existence d'une perforation vésicale. On doit mettre une sonde transurétrale 18 et puis avec une irrigation les premières heures. Alors, je tiens à vous rappeler qu'en cas de petite tumeur, vous n'êtes pas obligé de laisser une sonde double courant. Il faut s'assurer du bon fonctionnement de cette sonde et en fin d'intervention, on palpe l'abdomen pour être sûr qu'il n'y a pas de sensibilité ou une augmentation anormale de la circonférence abdominale. C'est une sonde double courant et vous voyez déjà le liquide d'irrigation qui revient clair. Donc on est sûr déjà qu'on a fait une bonne hémostase. Alors, comme toute chirurgie, il y a des complications, mais il faut dire que quand on compare au début de ce siècle, les séries des années 2000-2010 aux séries actuelles, on constate une nette diminution de taux de complications. Alors actuellement, on parle plutôt de complications qui sont bénignes, le spasme sur sonde, qui est la complication la plus fréquente ou l'inconvénient le plus fréquent. Sinon, les complications sérieuses, c'est l'hémorragie, c'est la perforation vésicale et les infections. Alors, pour les hémorragies, alors, les séries actuelles parlent d'une hématurie persistante dans 50% des cas. Cette hématurie nécessite une transfusion dans moins de 14% des cas et un patient sur 10 peut nécessiter une reprise endoscopique pour s'assurer d'une bonne hémostase. Dans les autres séries, le taux de transfusion est aux alentours de 3,7%. La reprise endoscopique, elle est moins de 1,5%. Il faut dire que la mortalité des résections des tumeurs de la vessie se situe actuellement aux alentours de 0,8 à 1%. Alors, les facteurs prédictifs de complications hémorragiques sont les tumeurs volumineuses. C'est le problème de visibilité. Vous comprenez déjà pourquoi les séries s'améliorent actuellement, parce qu'on utilise de plus en plus les systèmes de vision qui sont meilleurs. Et au début du XXIe siècle, déjà, on faisait la résection sous contrôle de la vue directement. Et puis, un facteur prédictif, c'est l'expérience de l'opérateur. L'autre complication, c'est la perforation vésicale. Alors,
au maximum, elle se voit dans les différentes séries dans 5% des cas. Les facteurs favorisants, c'est de travailler une résection qui est trop profonde, une vision qui est mauvaise et continue à réséquer, une tumeur qui est située dans un diverticule. Lorsque vous excitez le nerf obturateur, et il est excité le plus souvent quand on n'a pas prévu d'un bloc obturateur, quand on travaille sans curarisation du patient en cas d'anesthésie générale, et sur une vessie qui est distendue. Et chez les patients, quand on revient pour faire des résections itératives avec des récidives fréquents des tumeurs de la vessie. Là, ce sont des facteurs prédictifs de survenue de perforation de la vessie. Il faut savoir qu'il y a une perforation vésicale si on n'arrive pas à des distances de la vessie. Vous injectez 60 cc par la seringue et vous récupérez de 20-30. Et vous répétez le geste et vous n'arrivez pas à récupérer votre liquide. Et puis devant l'apparition de distension abdominale et l'agitation du patient. Et là, c'est l'intérêt de réaliser ce geste sous arrachée anesthésie. Vous voyez le patient qui s'agite déjà sur table opératoire. On commence à s'inquiéter, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est généralement une perforation vésicale. Donc, il y a deux types de perforation vésicale. La plus fréquente et la plus sous-estimée, c'est la perforation vésicale en sous-péritonial. Le plus souvent, c'est l'abstention, surveillance de ce patient-là. On laisse ces patients sous couverture antibiotique avec un drainage de la vessie par une sonde transurétrale. Alors, exceptionnellement, on est amené à drainer l'espace sous-péritonial, que ce soit chirurgicalement ou par voie percutanée, si la fuite est très importante ou s'il y a apparition d'une fièvre ou d'une infection de la collection sous-péritoniale. Alors, la même chose pour les perforations intrapéritoniales. Les indications pour faire une intervention chirurgicale dépendent de l'importance de la perforation. C'est la crainte d'une blessure intestinale quand le résécteur passe déjà entre les anses intestinales et quand le risque infectieux est très important. Donc, dans des cas qui sont bien sélectionnés, on peut mettre une sonde vésicale sous couverture antibiotique et on surveille ces patients-là quand il s'agit d'une perforation minime et qu'on arrive là à la contrôler. Sinon, il faut intervenir. Alors, n'oubliez pas que l'exploration n'est pas obligatoirement à ciel ouvert. Vous pouvez réaliser une cilioscopie qui vous permettra de voir la perforation, l'état des anses intestinales, et vous pouvez faire un geste réparateur cilioscopique. Alors, l'autre complication, c'est le traumatisme des orifices urétéraux. C'est la tumeur qui siège au niveau d'un orifice ou à proximité, et c'est une résection qui est imprudente. Alors, on peut voir deux types de complications. La première, c'est la sténose. La sténose se voit surtout quand on résèque le méa et on fait une coagulation sur le méa ou à côté. Là, on risque la sténose. Et l'évolution d'une sténose complète de méa, c'est la destruction du rein. Donc, le traitement habituellement peut être préventif. Il faut reconnaître le méa, l'identifier, et puis si on a un traumatisme ou une coagulation sur le méa, il faut immédiatement le dilater par voie rétrograde, et au pire des cas, devant une sténose qui s'installe, on peut intervenir parfois, même par voie antérograde, pour faire descendre une GJ. Alors, l'autre alternative, c'est de réséquer au niveau du méa afin de libérer, mais là, on va tomber dans une autre complication, un trajet sous-muqueux qui va devenir court, et on va risquer chez ce patient le reflux vésico-urétéral. Alors, c'est un reflux qui n'est pas anodin, puisque vous avez une tumeur de la vessie, et là, vous allez avoir un risque de faire greffer des tumeurs néoplasiques au niveau du haut appareil urinaire, et là, on risque le développement des tumeurs de la vasculitis supérieure. Alors, on ne touche pas les reflux de petite grade, le 1, le 2, on intervient habituellement s'il s'agit d'un reflux important de grade 3 ou plus, et le traitement, le plus souvent, est endoscopique. Alors, si on opte pour un traitement chirurgical, il faut opter pour une réimplantation vésico-urétérale par voie extravésicale pour éviter l'essaimage des cellules néoplasiques au niveau de la région sous-péritoniale. Les autres complications, les infections, ça se voit dans 3,7%. C'est insister sur le respect de l'asepsie lors de la réalisation de cette intervention. Alors, il y a un risque qui est important, parfois qui est théorique, mais ça existe, c'est le risque d'essaimage des cellules tumorales avec implantation extravésicale. C'est un risque qui existe,
et il est très important en cas de tumeur de haut grade. Alors, en cas de perforation vésicale, on peut avoir l'essaimage des cellules dans la cavité péritoniale. On peut avoir l'essaimage en sous-péritonéal quand on met un cathéter suspubien pour une raison ou l'autre sur une tumeur de la vessie. Quand on résèque la prostate. Et là, ce qu'on recommande, c'est que si vous avez une tumeur de haut grade, il ne faut jamais associer une résection d'une tumeur de la vessie avec une résection de la prostate. Parce que vous risquez la greffe de cellules néoplasiques au niveau de la loge de résection. Bien sûr, c'est permis quand on est sûr qu'il s'agit d'une tumeur de bas grade, d'une petite tumeur qu'on voit bien qu'elle est de bas grade. Alors, le risque hématogène, c'est un risque théorique, mais qui n'a jamais été démontré. Alors, quand vous ouvrez un sinus veineux sur une vessie, on n'a jamais vu de greffe de cellules néoplasiques ailleurs sur une tumeur, par exemple, de bas grade ou qu'une tumeur qui est toujours superficielle. Une complication qui est exceptionnelle, mais qu'il faut la mentionner, c'est l'explosion de la vessie. Alors, vous avez un mélange qui est dangereux, c'est de l'air. Il y a du gaz qui se forme au niveau de la vessie, et vous avez déjà le triangle, l'étincelle électrique, et vous risquez d'avoir une explosion. C'est décrit, c'est arrivé, donc il faut être prudent. Alors, ce que je vous conseille, quand vous faites une résection et qui s'attarde, vous faites becquer votre résecteur vers le haut, aspirez le contenu gazeux au niveau de la vessie, sinon vous ouvrez la gaine, vous videz la vessie et vous continuez à opérer, sinon vous vous exposez à un risque qui est minime, mais qui est toujours là. Voilà pour une résection qui est habituelle. Quelles sont les situations où on est devant une situation difficile réellement? Tout d'abord, je viens de le dire déjà, au niveau du méandre latéral. Alors dans ces cas-là, il faut utiliser peu ou pas de courant de section. Alors c'est le contraire, il faut utiliser le courant de section et non pas le courant de coagulation. Le deuxième point, c'est que si vous avez une tumeur au niveau du méandre latéral, il faut être sûr qu'on est devant une tumeur de la vessie et non pas une tumeur prolabée par le méandre latéral. Dans ce cas-là, on est devant une tumeur de la voie extractive supérieure où le traitement n'est pas le même. Donc on peut aller même faire une résection, urtroscopie avec résection, sinon une électrocoagulation laser de cette lésion. Pensez, quand vous avez une lésion au niveau du méandre, de laisser une sonde GJ pendant 2 ou 4 semaines. La deuxième situation, c'est les tumeurs de la face latérale. Le danger, c'est de stimuler le nerf obturateur. Alors, pensez à fixer la plaque avant de commencer l'intervention. Alors, à côté du risque de perforation de la vessie, il y a un risque théorique de brûlure, parce que le courant, quand vous mettez une plaque, et à cause d'une stimulation du nerf obturateur, le patient va bouger sa jambe, on n'est pas en bon contact entre la plaque et le patient, le courant va chercher à sortir et va forcer le trajet. On a vu des cas de brûlure du 3e degré sur les jambes des patients après une résection de la prostate ou une résection d'une tumeur de la vessie. Donc déjà, ne faites pas associer au risque de perforation des risques de brûlure du membre inférieur. Bon, le risque est actuellement faible puisque la majorité des bistouris électriques, ils détectent que la plaque n'est pas bien mise. Donc, les stratégies qui ont démontré leur efficacité pour traiter ou pour pallier au problème de stimulation du nerf obturateur. J'ai déjà dit, éviter le remplissage excessif de la vessie, il faut réduire le courant de section le maximum, quitte à utiliser un courant de coagulation. Il faut utiliser, on parlera après sur l'utilisation des résécteurs bipolaires, et puis une solution qui est moins coûteuse que le bistouri bipolaire, c'est le recours au blocage neuromusculaire après une lâchée anesthésie. Les tumeurs du dôme, ce sont des tumeurs d'accès difficile et le risque de perforation est très important. Donc, comme je l'ai déjà dit, on travaille sous faible remplissage avec un résécteur qui est tourné à 180 degrés et n'oubliez pas de se faire aider par un aide pour abaisser la face antérieure de la vessie par une main hypogastrique. Alors, ce qu'il propose, et j'ai trouvé ça dans la littérature, c'est d'utiliser des anses de résection qu'on appelle les open angled loops. Ce sont des anses qui sont moins comment ça se dit,
que le diamètre est moins important que celle qu'on utilise habituellement, et donc le risque de perforation, théoriquement, il est moindre. Les tumeurs intradiverticulaires, alors vous l'appelez déjà un diverticule, il n'y a pas de musculeuse derrière. Donc ces tumeurs-là, tout d'abord, on peut se trouver devant des lésions d'accès difficile, quand le col diverticulaire est étroit, et puis l'absence de couche musculaire, quand on commence à réséquer, on risque parfois de perforer et d'entraîner un essaimage des cellules néoplasiques. Ce qu'on fait habituellement pour les petites tumeurs de bas grade, on résèque prudemment et on électrocoagule le lit. On n'est pas obligé d'emporter toute la muqueuse du verticule. Sinon, pour les tumeurs de haut grade, le traitement n'est pas endoscopique. C'est généralement ces patients-là, quand on a une tumeur de haut grade sur un diverticule, le traitement ne peut être que chirurgical. Ça peut être la cystectomie partielle, exceptionnelle, mais le plus souvent, chez ces patients-là, on indique une cystectomie radicale. Juste pour vous rappeler que quand on est devant une petite tumeur, on utilise ce qu'on appelle la biopsie à la pince froide. Alors, c'est une technique simple, peu d'artefacts. On peut la réaliser sur une petite sédation. Vous avez peu de risque de perforation. Et puis, la grande limite, c'est quand on est devant des tumeurs volumineuses, des tumeurs multiples, et puis elles ne donnent pas des spécimens d'une bonne profondeur. Alors, les problèmes avec la résection endoscopique sont, en fin de compte, ces trois problèmes. Bien voir, bien réséquer, et avoir un bon spécimen. Donc, pour bien voir, vous voyez déjà le problème avec la lumière blanche, c'est qu'on ne voit pas toutes les tumeurs. Les carcinomes in situ, par exemple, ils ne sont pas accessibles facilement à la cystoscopie. Il y a des petites tumeurs qu'on ne les voit pas. Et c'est pour cela qu'on a pensé à réaliser ce qu'on appelle actuellement la cystoscopie améliorée. Alors, la première amélioration, c'est la luminofluorescence vésicale. Alors, le principe, c'est qu'on va utiliser des molécules, des porphyrines photoactifs, qui s'accumulent préférentiellement dans le tissu néoplasique. Et ces substances-là, sous une lumière bleue, elles émettent une fluorescence rouge. Alors, on va instiller dans la vessie une substance, c'est le 5-aminolévulinique, acide 5-aminolévulinique, et une heure avant le geste, c'est l'Exvix, on attend une heure, et puis on fait une cystoscopie pour voir qu'est-ce qui se passe dans la vessie. Alors vous voyez déjà, à la lumière blanche, on ne voit rien du tout. On a l'impression que la muqueuse vésicale est saine. Quand on voit ça après une installation d'Exvix et sur une lumière fluorescente, vous voyez déjà, ça apparaît une lésion qui est bien évidente et qui est de couleur rougeâtre. Donc, le produit s'est accumulé au niveau de cette lésion, elle devient plus évidente, donc on peut aller la réséquer. Alors, la méta-analyse la plus importante, ça a été faite en 2013. On a inclus 1345 patients et ça permet de dire qu'elle permet de détecter 17% de plus et presque 40% de plus, 15% de plus pour les tumeurs TA-T1 et 40% de plus pour les carcinomes in situ. Donc le taux de récidive à un an était globalement moins important après une luminofluorescence qu'après une cystoscopie à lumière blanche. Alors, l'Exvix, ça coûte aux alentours de 450 €. Vous voyez déjà, si vous voulez faire une bonne endoscopie, ça coûte déjà en dinars tunisiens 1500 dinars. Ce qu'on propose actuellement, c'est de faire une cystoscopie avec des alternatives à l'injection de ce produit-là. Ce sont des filtres qu'on utilise, qui sont associés à la caméra. Le narrowband imaging, le principe, c'est chaque fois qu'il y a un vaisseau, ce vaisseau-là absorbe plus la lumière bleue et la lumière verte. Donc si on utilise un filtre qui permet d'entraîner un bon contraste, on aura la possibilité de voir mieux
ces lésions. Vous voyez ces lésions et vous voyez la lésion qui est plus évidente quand on passe à l'NBA. C'est vrai que ce sont des techniques qui sont utilisées. Il n'y a pas uniquement le NBA actuellement. Il y a d'autres sociétés et des firmes de matériel endoscopique qui sont développées leur propre matériel et ça donne pratiquement le même résultat. Ce sont des résultats qui sont encourageants. Alors, avec les méta-analyses, on parle d'un taux de détection supplémentaire par rapport à l'esthétoscopie à la lumière blanche. Sauf que, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de directive, de recommandations claires en matière d'utilisation de ces alternatives. Alors, vous voyez déjà, la luminofluorescence, elle est recommandée. Les autres alternatives et les filtres, jusqu'à maintenant, c'est cité, mais sans avoir une recommandation forte pour dire qu'on peut les utiliser. Alors, les autres avancées, c'est les résections bipolaires. Alors, pourquoi on utilise une résection bipolaire? Parce que le courant, quand on utilise le courant monopolaire, le courant va forcer un trajet de sortie. Et quand il va forcer le trajet de sortie, il va passer par le nerf obturateur, on risque de stimuler le nerf obturateur, et là, dans ces cas, on risque d'avoir des perforations. Alors, la résection avec un récepteur bipolaire, le courant va entrer et va sortir entre la gaine et l'anse de résection. Donc, on ne risque pas de stimuler le nerf obturateur. Le deuxième avantage, c'est qu'on va utiliser une solution isotonique et pas du glucocol, donc ça coûte relativement moins cher. Et puis, on va éviter le risque théorique, même au niveau de la vessie, de TURP syndrome. Alors, tout ça fait penser que la résection bipolaire peut améliorer les résultats de la résection des tumeurs de la vessie. Sachez que jusqu'à maintenant, il n'y a pas de recommandation évidente pour dire que la résection bipolaire est meilleure par rapport à la résection monopolaire. Alors, la seule indication absolue maintenant, c'est quand vous avez un patient que vous devez l'opérer pour une prostate ou pour une tumeur de la vessie et qui a un pacemaker. Là, dans ce cas, vous êtes obligé d'utiliser un récepteur bipolaire. Pour le reste, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de recommandation absolue pour l'utilisation du récepteur bipolaire. Et sachez que le coût d'une once de résection bipolaire, c'est à peu près 4 fois le prix d'une résection, une once de résection monopolaire. Donc vous voyez déjà le coût, le jeu, c'est pas aussi évident pour l'utilisation. Je passe à la nucléation laser pour dire deux choses. Alors, ça a été utilisé depuis 2007. Et puis que ce soit pour la green, pour l'olium, pour la thulium, ça a été utilisé. Alors, ce qu'on disait pour les avantages, c'est que ça entraîne peu de complications. La durée d'irrigation pour éviter le saignement, elle est moindre. Et une durée de sondage vésical qui est moindre. Ça, pour les avantages. Le taux de récidive est le même, que ce soit vous utilisez un laser ou vous faites une résection. Peut-être l'inconvénient de cette technique, c'est le coût, et puis le temps opératoire qui était toujours plus important que le temps opératoire comparé à une résection, que ce soit bipolaire ou monopolaire. Alors vous voyez déjà, on utilise une fibre. Généralement, on fait une nucléation monobloc pour avoir un bon spécimen. Ça, pour les avancées, pour les différentes procédures, on arrive à la fin pour vous dire que la résection endoscopique reste le traitement opératoire de référence, toujours nécessaire, mais non suffisante. Parce que vous devez faire appel le plus souvent à des traitements adjuvants, et Dr Hassan va nous parler de l'immunothérapie, de la BCG-thérapie en matière de tumeurs superficielles de la vessie. Les complications de cette chirurgie sont rares si la technique a été précise et respect des principes. Alors, quels sont les principes en conclusion? C'est d'opérer avec des urines stériles. C'est une résection endoscopique sur une vessie peu remplie et en utilisant un courant de section le plus faible possible. L'hémostase systématique réalisée tout au long de la résection et pas seulement en fin d'intervention. Et puis, il faut prévoir avec l'anesthésiste de faire un blocage du nerf obturateur chaque fois que vous avez une tumeur qui siège au niveau des faces latérales.
Voilà, je vous remercie. Merci, professeur Binous, pour cet exposé très exhaustif. Je pense que nos résidents vont voir et revoir cette conférence sur YouTube pour bien assimiler les petits détails techniques de la résection endoscopique, qui n'est pas toujours un acte simple. Ça peut parfois être un challenge chirurgical et endoscopique pour enlever certaines tumeurs. Nous avons des questions dans la salle, mais avant les questions, nous avons une question sur Zoom. Je pense qu'on va donner la parole au docteur Skander Zoueri qui va vous poser une question. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, Skander. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir d'assister aux manifestations scientifiques organisées par le Collège national d'urologie. Et merci beaucoup au professeur Binous pour cette revue sur le principe de la résection transurétrale de la vessie. J'aurais deux petites remarques, surtout d'ordre pratique pour les résidents. Toujours l'importance du compte-rendu opératoire et toujours ne pas oublier les principales caractéristiques de tumeurs vésicales, à savoir la localisation, le nombre de tumeurs vésicales, l'aspect infiltrant, qui après, associés au grade et au stade, pourront permettre de classifier cette tumeur. Et toujours ne pas oublier de classifier cette tumeur après, quand on revoit le patient en post-opératoire à la consultation, en tumeur de faible, de risque intermédiaire ou de haut risque. Il existe des calculateurs de risque qui sont maintenant assez répandus et on a pas mal. Il y en a un qui est développé par l'Association européenne d'urologie et c'est des applications qu'on peut télécharger facilement sur son smartphone. Et en consultation, on pourra insérer les informations qu'on a reçues de cette tumeur vésicale et facilement classer notre patient et ça pourra guider le suivi et la surveillance du patient post-opératoire. Une petite question pour le professeur Binous. Il en a déjà parlé, c'est les cas un petit peu challenging au niveau du méa urétéral. Parfois, il n'y a pas une véritable sténose du méa. Parfois, il y a des grosses tumeurs qui cachent les méas avec un patient en insuffisance rénale. Et la résection elle aura pour but d'être complet et aussi de libérer les méas pour un petit peu soulager les reins, avec parfois des saignements périméatiques qui sont qui provoquent une hématurie. Et la question, est-ce qu'on draine systématiquement par une sonde double J pour pouvoir se permettre une bonne coagulation autour des méas et jouer un petit peu? Donc, pour dire que les tumeurs qui cachent les méas, c'est toujours un problème. Tout dépend de l'aspect de la tumeur, en fin de compte, Skander. Si vous êtes devant une tumeur qui vous paraît superficielle, que vous pouvez aller donc en fonce, on résèque, et puis à la fin de l'intervention, on doit faire le bilan. Alors, généralement, c'est une résection qui emporte une partie du trajet, le méa est libéré, on s'arrête là. Mais si vous avez un méa qui est noyé dans le tissu néoplasique, on n'est pas sûr que la cicatrisation se fera sans sténose. Dans ce cas-là, on est appelé à mettre une sonde JJ. Habituellement, on met des JJ pendant 2 à 3 semaines, pas plus que ça, maximum 4 semaines. On les enlève le plus tôt possible. Alors, tout dépend de la réponse de l'anapathe. S'il s'agit d'une tumeur infiltrante, il faut aller rapidement faire la cystectomie dans ce cas-là. Et on peut même sauter la chimio-adjuvante, on la fera après. Mais sinon, s'il s'agit d'une tumeur superficielle, on va enlever la sonde vésicale et la sonde JJ et on va entamer le plus tôt possible la BCG thérapie. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour cette intervention. Je pense que Dr Raïn Lahwar a aussi une question à vous poser. Merci Dr Binous pour cette excellente présentation. En fait, j'ai deux questions d'ordre pratique. La première par rapport au risque infectieux. Pour les patients qui sont hospitalisés en urgence dans le cadre de rétention aiguë d'urine sur caillot. Donc, généralement, on les hospitalise en urgence, sans OCBU. Même si on fait le CBU, généralement, ça revient que la cytologie et la bactériologie, c'est impraticable vu la concentration en hématie. Donc, généralement, ces patients ont rapport avec une tumeur vésicale. Est-ce que, bien sûr, après stabilisation et tout, est-ce qu'il faut obligatoirement avoir un OCBU négatif
et puis puis on opère, ou bien on les met sous antibprophylaxie, ou comment vous faites dans votre pratique courante. Deuxième question par rapport aux tumeurs vésicales au niveau du dôme. Parfois, on se trouve devant des situations un peu difficiles au niveau du dôme, avec un urètre un peu lent. Le patient parfois présente une érection en péropératoire. Donc, comment faire face à ça? Parfois, la tumeur devient inaccessible. Malgré qu'on essaie de vider la vessie et tout, ça reste quand même un peu difficile à réséquer. Donc, que faire? Ok, je reviens à la première question, Ryan. Pour dire que si on opère des patients devant une hématurie cailloutante, ce sont généralement des patients qui sont fragiles. Avant, on disait que parmi les facteurs de risque d'une tumeur infiltrante, c'est quand on voit un patient avec une anémie sévère. Une tumeur qui évolue, qui vous donne une anémie sévère, c'est que probablement il s'agit d'une tumeur infiltrante. Ok. Donc vous avez un patient qui est fragile, qui arrive en urgence, vous êtes obligé de décaillouter pour arrêter ce cercle vicieux de consommation des facteurs de coagulation. Il faut faire un lavage. Vous ne cherchez pas là pour réséquer la tumeur, mais pour vider la vessie et d'assurer l'hémostase. Ok. Donc ce sont des patients fragiles, vous n'avez pas de CBU. Alors ce qu'on recommande et ce qu'on conseille, c'est d'opérer ces patients vous faites le CBU, vous démarrez une antibioprophylaxie, et ce n'est pas une antibioprophylaxie flash, mais c'est une antibioprophylaxie qui va durer 48 heures. Le temps que vous avez votre culture de l'ECBU et que vous êtes sûr qu'il n'y a pas de germe au départ, ou bien il y a un germe qui est couvert par votre antibiothérapie. Donc, situation d'urgence, il faut opérer ces patients-là sous couverture antibiotique. D'autant plus qu'il s'agit de patients fragiles. Alors, la deuxième question, c'est les patients qui posent problème. Alors, la première solution, qui est solution des astuces chirurgicaux, c'est qu'il faut travailler avec une vessie qui est vide pratiquement, sous faible remplissage, et vous vous aidez d'une main hypogastrique. Vous demandez à votre aide d'appuyer le maximum possible pour y aller abaisser la vessie. Alors, il y a des cas devant un urètre lent, devant ces patients qu'on n'arrive pas, même malgré tous ces artifices-là, à accéder. Il faut se rappeler que les résecteurs ont différentes tailles. Il y a des résecteurs qui sont conçus pour des patients où on arrive difficilement à voir le dôme. Donc, il faut se renseigner quelle équipe possède ce résecteur-là. Il faut confier ce patient à cette équipe-là. Parce que c'est interdit d'y aller par voie chirurgicale, ouvrir cette vessie. Ok. Donc le traitement ne peut être que endoscopique, quitte à céder la main et confier ce patient à une autre équipe. Merci, mon ami Dr Yassine Binous. Moi, j'ai une question aussi d'ordre pratique. Des fois, le calibre de l'urètre n'admet pas le résecteur avec la chemise externe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser la voie de sortie. À ce moment-là, qu'est-ce que vous suggérez comme solution? Et la deuxième question, est-ce que vous étiez amené à faire des résections sur une vessie post-radique? Quelles sont vos particularités si jamais vous étiez confronté à cette situation? La première, c'est quand vous avez une chemise externe qui est plus importante, la taille que... Alors, vous avez quoi comme résecteur, Hassan? Pour dire que actuellement, ce qu'on dispose actuellement chez nous, ce sont les résecteurs Iglesias. C'est-à-dire, on a une chemise externe et une chemise interne rotative. Donc, on ne peut pas enlever la chemise externe et opérer avec la chemise interne. Je sais que quelques équipes travaillent avec le système classique. On résèque, on ouvre, on vide la vessie et puis on reprend la résection. Moi, personnellement, je n'ai pas de résecteur avec une chemise externe seulement. J'ai le système rotatif. Donc, je n'ai pas l'expérience, mais je me rappelle quand on était résident chez nos maîtres, qu'on réséquait, on s'arrêtait, on vidait la vessie et on reprenait. Ça prenait un temps fou pour traiter une tumeur qu'on traitait actuellement en quelques dizaines de minutes, mais bon, on n'a pas d'autre solution. Je pense que j'ai répondu à votre question, Hassan, concernant le... Alors, mes chers résidents, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un a une question dans la salle? Merci Dr Binous pour la présentation et pour le côté pratique. Juste, je me demandais sur l'énucléation laser, quelles sont vraisemblablement ses indications?
puisqu'on a dit que c'est un temps opératoire qui est élevé, c'est un coût qui est élevé. Par rapport à la résection classique, quelles sont les indications de l'énucléation laser et quels sont les avantages en première partie par rapport à la résection? OK. Donc, bientôt, toutes les équipes d'urologie disposeront du laser. Donc, et on peut parler de résection laser en matière de tumeur. Alors, le seul avantage, c'est quand vous avez un patient qui ne peut pas subir une anesthésie. Parce que l'avantage de la résection sous laser, c'est qu'on fait ça sous une petite sédation. OK? Et il n'y a pas une différence entre la résection par le thallium, par l'aluminium, par le green light. OK? Ce sont des différents lasers, mais l'avantage, le commun entre tous les lasers, c'est d'avoir la possibilité de gérer et de contrôler la profondeur de la résection. Donc sachez que pour une question de coût, actuellement en Tunisie, moi personnellement, je ne recommande pas le laser, même si on l'a, on le laisse pour des cas qui posent des problèmes d'anesthésie ou de coagulopathie. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors, cette table, ils n'ont pas posé de questions aujourd'hui, ou très peu. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Moi, j'aurais peut-être pas vraiment une question, mais un partage d'expérience. Ça peut être utile. En ce qui concerne la stimulation du nerf obturateur, c'est vrai que c'est rare, mais quand on est dans un centre à haut débit, on en voit. On en voit à peu près une fois par mois environ. Ce sont des patients particuliers, c'est des tumeurs latérales. Souvent, c'est des patients qui ont déjà été réséqués, donc il y a des adhérences entre la paroi latérale et le nerf obturateur. Ce que nous recommandons, c'est d'avoir une excellente communication avec les médecins anesthésistes et l'équipe d'anesthésie. Donc nous faisons des staffs communs et nous avons des protocoles. Et la meilleure solution, souvent, c'est le patient est sous rachianesthésie, c'est de curariser le patient et donc de l'intuber. Et l'équipe d'anesthésie doit se préparer, surtout si c'est une intubation difficile, d'avoir le masque laryngé, l'intubation sous fibroscopie, et d'intuber rapidement, de curariser rapidement, de ne pas insister. Le deal, c'est quoi? Nous sommes en rachis, vous curarisez, on passe à l'anesthésie générale, l'intubation. De toute façon, si on va continuer la résection, ça va quand même être l'intubation, parce qu'on va perforer, et ça va être l'aparotomie sur table. Donc autant continuer la résection et de l'intuber, le curariser, que d'attendre la perforation et de faire quand même l'intubation. La deuxième, peut-être, partage d'expérience, c'est vrai que la sténose du MEA, on en parle beaucoup dans la littérature, mais c'est vraiment exceptionnel. Et je peux vous raconter une anecdote. Lors des débuts de la laparoscopie, on faisait beaucoup de laparoscopie pour des reins détruits sur reflux, pour des reins détruits sous plénéphrite chronique. Il n'y avait pas les hémologues, donc on mettait des clips en titane sur l'urtère. Et à moins 2 reprises, on avait le clip saute, et donc on avait une urinome dans la loge de néphrectomie. On drainait par voie percutanée. Il fallait revenir sténoser le MEA exprès par voie endoscopique. Et je peux vous dire que ce n'est pas évident. Souvent, on s'y prend à 2 fois pour réséquer et coaguler exprès ce MEA sur cet urtère restant pour éviter, pour tarir l'urinome en haut. Tout ça pour ne pas ouvrir le patient. Tout ça pour continuer en mini-invasif. Donc, sténoser un MEA, c'est compliqué. Même quand on veut le faire exprès, il faut beaucoup réséquer, beaucoup coaguler. C'est pas toujours évident. Alors, je pense qu'il y a aussi une question, une remarque de la part du professeur Zakhama. Oui, personnellement, j'ai une remarque, plutôt une réflexion et une question. Ma réflexion, c'est concernant les techniques d'optimisation de l'image. Donc, les deux techniques, la luminofluorescence et le narrowband imaging. Donc, je vois que le narrowband imaging est plus simple et elle a l'avantage de ne pas, premièrement, ne pas injecter de produits, donc ça diminue le coût de la procédure, et de nous faire gagner du temps pour ne pas basculer entre lumière blanche et la luminofluorescence. Donc ça peut, et pour le narrowband imaging, donc on peut avoir les deux images sur le même écran. Ouais. Donc ça nous fait gagner un peu de temps. Donc je vois que le narrowband imaging est plus intéressant. Surtout qu'il n'y a pas d'avantage de l'une ou l'autre, ils sont équivalents quoi, pour le résultat oncologique ou le suivi oncologique.
Et ma question, c'est par rapport à la résection en monobloc. Donc, elle est surtout intéressante pour l'analyse anatomopathologique. Et on voit qu'elle n'est pas largement adoptée dans notre pratique courante. Donc, est-ce que la résection en monobloc, elle est applicable pour toutes les tumeurs vésicales ou seulement pour des situations particulières concernant, selon la taille, la localisation ou le nombre, par exemple? Ok. Pour la première réflexion, Walid, c'est que actuellement, on n'a pas le NBE, justement. Et ce n'est pas la seule possibilité pour les filtres. Il y a le SPICE de Stores qui arrive actuellement. On propose de plus en plus, mais de point de vue recommandation, on reste... il n'y a pas de recommandation claire et nette qui recommande des artifices-là pour les utiliser. Jusqu'à maintenant, les Européens et les Français insistent que l'utilisation de l'immunofluorescence. Bon, je suis sûr qu'en dans quelques années, ça arrivera, les filtres pour détecter mieux. Et puis, ces sujets d'amélioration technique, donc, ils auront plus de place d'ici peu. La deuxième question, c'est que c'est vrai, la résection en monobloc ne s'adresse pas à toutes les tumeurs. Parce qu'au-delà d'un certain diamètre, on ne peut pas enlever la tumeur en totalité. Je dis que, alors, ce qu'on répartit actuellement, c'est les tumeurs de moins de 1 cm, les tumeurs de 1 à 3 cm et plus que 3 cm. Et je vois mal comment on peut faire une résection en monobloc d'une tumeur de plus que 3 cm. Donc, disons, elle ne s'applique pas à toutes les tumeurs, malgré le principe qui est séduisant, c'est d'être carcinologique et d'enlever toute la tumeur sans entraîner sa dégradation. Voilà. Merci, professeur Binous, pour cette excellente présentation, également pour cette riche discussion.